Julius Evola, Métaphysique du sexe, édition 1989. Introduction, chapitre 1, délinéament du sujet. Le titre de ce livre réclame une précision en ce qui concerne le terme métaphysique. Ce mot aura ici deux acceptions. La première est assez courante en philosophie, où l'on entend par métaphysique la recherche des principes et des significations ultimes. Une métaphysique du sexe désignera donc l'étude de ce que signifie d'un point de vue absolu, soit les sexes, soit les relations entre les sexes. Une recherche de ce genre n'a guère d'antécédent. Après avoir cité Platon, et si l'on fait abstraction de certaines allusions présentes chez des auteurs plus ou moins contemporains de la Renaissance, des théories de Bohème et de certains mystiques hétérodoxes inspirant de son œuvre, jusqu'à Franz von Baader, on arrive vite à Schopenhauer. Et il n'y a lieu de mentionner ensuite que Weininger, et dans une certaine mesure, Carpenter, Berdyaev et Klages. À l'époque moderne, et de nos jours plus encore, les interprétations du problème des sexes ont connu une multiplication endémique. Ce problème a été abordé sur les plans anthropologiques, biologiques, sociologiques, eugéniques et, dernier en date, psychanalytiques. On a même forgé un néologisme pour qualifier des recherches de ce type, la sexologie. Mais tout cela n'a pas grand-chose ou rien à voir avec une métaphysique du sexe. Ici, comme dans tous les autres domaines, la recherche des significations ultimes n'a pas intéressé nos contemporains, ou bien leur est apparue incohérente et dépassée. On a cru parvenir à quelque chose de plus important et de plus sérieux, en se tenant au contraire au plan empirique et le plus étroitement humain. Dans certains cas, l'attention s'est même concentrée sur les sous-produits pathologiques du sexe. Cela vaut aussi, dans une large mesure, pour les auteurs d'hier et d'aujourd'hui, qui ont traité de l'amour plutôt que du sexe spécifiquement. Ils se sont essentiellement limités au plan psychologique et à une analyse générique des sentiments. Même ce que des écrivains comme Stendhal, Bourget, Balzac, Soloviev ou Lawrence ont dit à ce sujet ne concerne guère les significations les plus profondes du sexe. Du reste, la référence à l'amour, étant donné ce qu'on entend généralement par ce terme aujourd'hui, par suite aussi de la déviation d'ordre surtout sentimental et romantique que l'expérience amoureuse a subie chez la plupart des gens, ne pouvait pas ne pas créer une équivoque et ne pas restreindre la recherche à un cadre limité et plutôt banal. Ça et là seulement, et par hasard, sommes-nous tentés de dire, on s'est approché de ce qui se rapporte à la dimension profonde, ou dimension métaphysique de l'amour, dans son rapport au sexe. Mais ici, le mot métaphysique sera également entendu dans un deuxième sens, en relation avec son étymologie, puisque la métaphysique désigne au sens littéral la science de ce qui va au-delà du plan physique. C'est au-delà du plan physique, cependant, ne renverra pas à des concepts abstraits ou à des idées philosophiques, mais à ce qui ressort comme possibilité d'une expérience non uniquement physique, transpsychologique et transphysiologique, d'une doctrine des états multiples de l'être, d'une anthropologie ne s'arrêtant pas, comme celle des temps les plus récents, au simple binôme âme-corps, et connaissant au contraire des modalités subtiles et même transcendantes de la conscience humaine. Terre inconnue pour la plupart de nos contemporains, une connaissance de ce genre fit partie intégrante des anciennes disciplines et des traditions des peuples les plus divers. Nous en tirerons donc des points de référence pour une métaphysique du sexe entendue dans le deuxième sens de l'expression. Pour cerner tout ce qui, dans l'expérience du sexe et de l'amour, mène à un changement de niveau de la conscience ordinaire, physique, et parfois même à un certain dépassement des conditions du moi individuel, et à l'affleurement ou insertion momentanée dans la conscience de modes d'être d'un caractère profond.
que dans toute expérience intense de l'éros, un rythme différent s'établisse, qu'un courant différent investisse et transporte, ou bien suspende les facultés ordinaires de l'individu humain, que se produisent des ouvertures sur un monde autre, c'est ce qu'on a su ou pressenti depuis toujours. Mais chez ceux qui sont les sujets de cette expérience fait presque toujours défaut une sensibilité subtile suffisamment développée pour pouvoir saisir quelque chose de plus que les émotions et sensations par lesquelles ils sont épris. Toute base pour s'orienter manque lorsque se produisent les changements de niveau dont on a parlé. Par ailleurs, du côté de ceux qui font de l'expérience sexuelle l'objet d'une étude scientifique, se référant par là à d'autres et non à eux-mêmes, les choses ne se présentent pas mieux en ce qui concerne une métaphysique du sexe comprise dans ce deuxième sens particulier. Les sciences en mesure de fournir des références adéquates pour l'exploration de ces dimensions potentielles de l'expérience de l'éros ont été totalement perdues. Ainsi, ont manqué les connaissances nécessaires pour définir en termes de réalité les contenus possibles de ce qui est habituellement vécu de manière irréaliste, par la réduction du non-humain à l'exaltation de certaines formes purement humaines, de la passion et du sentiment. Simple poésie, lyrisme, romantisme esthétisant, affadissement de toute chose. Ces observations se rapportent au domaine érotique que nous pouvons appeler profane, le seul pratiquement que l'homme et la femme de l'Occident moderne connaissent, le seul aussi qui soit envisagé par les psychologues et par les sexologues d'aujourd'hui. Lorsque nous indiquerons les significations les plus profondes qui se cachent dans l'amour en général et même dans l'acte brutal qui l'exprime et l'accomplit, cet acte où se forme un être multiple et monstrueux, où l'on dirait qu'hommes et femmes cherchent à humilier, à sacrifier tout ce qu'il y a de beau en eux, comme disait Barbus, la plupart des lecteurs, peut-être, ne se reconnaîtront pas dans tout cela et penseront qu'il ne s'agit là que d'interprétations toutes personnelles, imaginaires et arbitraires, abstruses et hermétiques. Mais les choses n'auront cette apparence que pour ceux qui posent comme absolu ce qu'ils observent aujourd'hui, en règle générale, autour d'eux, ou bien ce qu'ils expérimentent eux-mêmes. Le monde de l'éros, toutefois, n'a pas commencé à notre époque, et il suffit de se référer à l'histoire, à l'ethnologie, à l'histoire des religions, à la sagesse des mystères, au folklore, à la mythologie, pour se rendre compte de l'existence de formes de l'éros et de l'expérience sexuelle où des possibilités plus profondes furent reconnues et intégrées, où des significations d'ordre transphysiologique et transpsychologique, comme celles dont on a parlé plus haut, étaient suffisamment mises en relief. Des références de ce genre, bien établies et unanimes dans les traditions de civilisation pourtant très différentes, permettront de rejeter l'idée qui voudrait que la métaphysique du sexe soit une simple lubie. C'est une autre conclusion qu'il faut tirer. On dira plutôt que, comme par atrophie, certains aspects de l'éros sont passés à l'état latent, sont devenus indiscernables dans l'écrasante majorité des cas, et qu'il ne reste d'eux, dans l'amour sexuel courant, que des traces et des indices. De sorte que pour pouvoir les mettre en relief, il faut une intégration, un processus analogue à celui représenté dans les mathématiques par le passage de la différentielle à l'intégrale. En effet, croire que dans les formes anciennes, souvent sacrales ou initiatiques de l'éros, on a inventé ou ajouté quelque chose qui n'existait pas dans l'expérience amoureuse n'est pas vraisemblable, non plus que de penser qu'on a fait de cette expérience un usage pour lequel elle ne se prêtait en aucune façon, pas même virtuellement et en règle générale. Il est beaucoup plus vraisemblable que cette expérience, au fil du temps, s'est en un certain sens dégradée, appauvrie, assombrie ou affadie chez la très grande majorité des hommes et des femmes appartenant à un cycle de civilisation essentiellement orienté vers la matérialité. On a écrit fort justement, nous citons, « Parce que l'humanité fait l'amour comme elle fait à peu près tout, c'est-à-dire stupidement et inconsciemment,
cela n'empêche pas le mystère de continuer de garder sa dignité. » Fin de citation. Objecter que certaines possibilités et certaines significations de l'éros ne sont attestées que dans des cas exceptionnels n'a guère de sens. Ce sont précisément ces exceptions d'aujourd'hui, qui doivent d'ailleurs être apportées à ce qui en d'autres temps avait un caractère nettement moins sporadique, qui fournissent la clé pour comprendre le contenu potentiel, profond et inconscient, y compris du profane et du non exceptionnel. Tout en ayant en vue au fond que les variétés d'une passion de type profane et naturel, Mauclerc a raison d'écrire, ouvrez les guillemets, « L'amour est ainsi. On le mime sans y réfléchir, mais son mystère n'est élucidé que par une infime minorité d'êtres. Dans la foule innombrable des êtres à face humaine, il y a très peu d'hommes. Et parmi cette sélection, il en est très peu qui pénètrent le sens de l'amour. » Fermez les guillemets. Et si, comme en tout autre domaine, le critère statistique n'a pas la moindre valeur, on peut l'abandonner à une méthode banale comme celle utilisée par Kinsey dans ses fameux rapports sur le comportement sexuel du mâle et de la femelle de l'espèce humaine. Dans une recherche comme la nôtre, c'est l'exception qui a valeur de règle, au sens supérieur du terme. À partir de là, nous pouvons déjà délimiter les domaines sur lesquels portera notre étude. Le premier domaine sera celui de l'expérience érotico-sexuelle en général, donc de l'amour profane, tel que peuvent aussi le vivre n'importe quel homme et n'importe quelle femme. Et l'on y recherchera des indices interstitiels de quelque chose qui mène virtuellement au-delà du simple fait physique et sentimental. L'étude peut partir d'une quantité d'expressions constantes du langage des amants et de formes récurrentes de leur comportement. Cette matière est donc fournie par la vie de tous les jours. Il suffit de la considérer sous un nouvel éclairage pour extraire de ce qui paraît le plus stéréotypé, le plus banal et le plus vide, certaines indications intéressantes. Toujours en ce qui concerne la phénoménologie de l'amour profane, on peut recueillir d'autres matériaux chez les romanciers et les dramaturges. On sait qu'à l'époque moderne, leurs œuvres ont eu pour sujet presque exclusif l'amour et le sexe. En règle générale, cette production peut avoir aussi une certaine valeur de témoignage, de document humain, parce que la matière première de la création artistique est habituellement constituée par une expérience personnelle effectivement vécue, ou du moins tendancielle. Et ce qu'elle présente en outre pour mériter le nom d'art, dans ce qu'elle fait sentir, dire ou faire aux différents personnages, ne se ramène pas toujours à la fiction et à l'imagination. Il peut s'agir au contraire d'intégration, d'amplification et d'intensification, où est mis distinctement en lumière ce qui, dans la réalité, dans l'expérience personnelle de l'auteur ou d'autres individus, s'est présenté de manière seulement incomplète, muette ou conative. On peut donc puiser dans l'art et le roman des matériaux supplémentaires qu'il faut considérer comme objectifs et qui concernent souvent des formes déjà différenciées de l'éros. Mais la recherche de matériaux bruts sur des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de données se rapportant à un domaine important pour notre étude, le domaine des états qui se manifestent durant l'acmé de l'expérience érotico-sexuelle, durant l'étreinte. La littérature dans ce cas n'offre pas grand-chose. Jusqu'à hier, il y avait l'interdit du puritanisme. Mais même dans les romans modernes les plus osés, ce qui est banal et vulgaire l'emporte sur la matière, éventuellement utilisable pour notre étude. Il n'y a guère à tirer de la littérature pornographique diffusée sous le manteau. Essentiellement fabriquée pour exciter les lecteurs, elle est terriblement pauvre en ce qui concerne non les faits, les scènes décrites, mais les expériences intérieures qui y correspondent. Chose logique d'ailleurs, puisque cette littérature est généralement privée de toute authenticité. Quant à la possibilité de recueillir directement des matériaux, on se heurte ici à une double difficulté, subjective et objective. Subjective car on se refuse à parler avec exactitude et sincérité, non seulement avec des étrangers,
mais même avec son propre partenaire masculin ou féminin, de ce qu'on expérimente dans les moments les plus crus de l'intimité corporelle. Objective parce que ces moments correspondent très souvent à des formes de conscience réduites, et il est logique qu'il en soit ainsi chez la plupart des gens, au point qu'il arrive qu'on puisse ne pas se rappeler ce que l'on a ressenti, et même ce que l'on a dit ou fait en ces moments, lorsque ceux-ci se développent sous leurs formes les plus intéressantes. Nous avons pu constater précisément que les moments ultimes, extatiques ou ménadiques de la sexualité coïncident souvent avec des interruptions plus ou moins profondes de la conscience chez les amants, d'où ces derniers reviennent à eux-mêmes comme vidés, quand ce qui est pure sensation ou émotion paroxystique ne finit pas par confondre toute chose. Grâce à leur profession, les neurologues et les gynécologues sont théoriquement placés dans une situation très favorable pour réunir des matériaux utiles, dès lors qu'ils sauraient comment s'orienter et s'intéresseraient à ce domaine. Mais ce n'est pas le cas. Avec un bon goût remarquable, l'école positiviste du siècle dernier en arriva à publier des photographies d'organes génitaux féminins pour établir des correspondances bizarres entre des délinquantes, des prostituées et des femmes des populations sauvages. Mais présenter un recueil de témoignages d'ordre introspectif sur l'expérience intérieure du sexe n'a, semble-t-il, eu aucun intérêt aux yeux de ces gens-là. Du reste, lorsqu'interviennent dans ce domaine des prétentions scientifiques, sexologiques, les résultats en général font montre d'une incompétence plutôt grotesque. Le présupposé pour comprendre une expérience étant, ici comme ailleurs, de s'y être déjà correctement livré soi-même. Havelock Ellis a souligné avec raison que les femmes qui très sérieusement et très sincèrement écrivent des livres sur ces problèmes sexuels sont souvent les dernières auxquelles on devrait s'adresser comme individus représentatifs de leur sexe. Celles qui en savent le plus long sont celles qui ont écrit le moins. Nous irons plus loin. Celles qui en savent le plus long sont celles qui n'ont rien écrit du tout, et cela naturellement vaut aussi dans une large mesure pour les hommes. Enfin, au sujet du domaine de l'éros profane, nous devons répéter que la discipline qui, le plus récemment, a fait du sexe et de la libido une espèce d'idée fixe, à savoir la psychanalyse, ne nous intéressera guère en fonction des objectifs de la présente étude. Elle ne pourra nous offrir des indications utiles que de manière épisodique. En règle générale, ces recherches ont été faussées dès le départ par les préjugés qui lui sont propres et par sa conception absolument déviée et contaminatrice de l'être humain. Il y a même lieu de dire que c'est précisément parce que la psychanalyse aujourd'hui, par une inversion quasi démoniaque, a mis en relief une primordialité infrapersonnelle du sexe, qu'il faut lui opposer une autre primordialité, métaphysique, dont la première est la dégradation. Telle est l'intention fondamentale de ce livre. Tout cela qui concerne le domaine de la sexualité ordinaire, qu'elle soit différenciée ou non, ne doit donc pas être identifié purement et simplement à toute sexualité possible. Il reste en effet un second domaine, bien plus qu'important à nos yeux, à savoir celui correspondant aux traditions qui ont connu une sacralisation du sexe, un usage magique, sacré, rituel ou mystique de l'union sexuelle et même de l'orgie, parfois sous des formes collectives et institutionnalisées, comme dans les fêtes saisonnières, la prostitution sacrée, les hiérogamies, etc. Les matériaux dont on dispose à ce sujet sont assez vastes. Leur caractère rétrospectif n'enlève rien à leur valeur. Ici aussi, tout est fonction de la possession ou non des connaissances adéquates pour procéder à une juste interprétation sans considérer tous ces témoignages de la façon propre, pratiquement sans exception, aux historiens des religions et aux ethnologues, à savoir avec le même intérêt neutre que celui qu'on peut éprouver pour des objets exposés dans un musée. Ce second domaine, avec sa phénoménologie se rapportant à une sexualité non plus profane, admet lui-même une division qu'on peut faire correspondre à celle existant entre exotérisme et ésotérisme, usage ordinaire et doctrine secrète.
Si l'on met de côté certaines formes de pratiques sexuelles, dont les plus connues sont le dionysisme et le tantrisme populaire, ainsi que les divers cultes érotiques, il y a eu des milieux qui non seulement ont reconnu la dimension la plus profonde du sexe, mais qui ont formulé des techniques ayant souvent des finalités nettement et expressément initiatiques. On a envisagé un régime particulier de l'union sexuelle, pouvant mener à des formes d'extase particulières et permettant de vivre comme un avant-goût de l'inconditionné. Il existe une documentation relative à ce domaine spécial, et ici la concordance assez visible de la doctrine et des méthodes dans les différentes traditions est très significative. Si l'on considère ces divers domaines comme les parties d'un tout, se complétant et s'éclairant réciproquement, la réalité et le sens d'une métaphysique du sexe apparaîtront sous une lumière suffisante. Ce que les êtres humains habituellement ne connaissent que lorsqu'ils sont attirés l'un par l'autre, lorsqu'ils s'aiment et s'unissent, sera restitué à l'ensemble plus vaste dont tout cela fait normalement partie. À cause de circonstances spéciales, cet ouvrage ne représentera guère plus qu'une ébauche. Nous avons déjà eu l'occasion de parler dans d'autres livres de la doctrine ésotérique de l'androgyne, ainsi que des pratiques sexuelles dont cette doctrine est le fondement. Pour la partie plus nouvelle, à savoir la recherche dans le domaine de l'amour profane, nous aurions dû disposer de matériaux beaucoup plus riches, mais abstraction faite des difficultés précédemment signalées, une situation contingente toute personnelle nous a empêchés de les réunir. Nous pensons toutefois avoir présenté suffisamment de choses pour indiquer une direction et pour donner une idée de l'ensemble.